Bonsoir. J'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, du coup, désolée si c'est bizarre. Merci d'être là déjà, parce que vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est chouette d'être resté après la journée qui a eu l'air d'être éprouvante pour vous. Je vais commencer par me présenter rapidement et pourquoi je suis ici. Du coup, moi, c'est Sophie. Je suis graphiste et je suis membre de plusieurs collectifs, dont celui que je vais vous présenter ce soir, qui s'appelle Les mots de trop, qui est un collectif de lutte contre les violences et discriminations dans les écoles de la culture, donc écoles d'art, design et architecture. Voilà pour moi, c'est tout. Et donc ce soir, je vais vous présenter et ce collectif et le guide qu'on a publié cette année. Donc on a publié un guide qui s'appelle Guide d'autodéfense pour étudiants et étudiantes en art. Bon, c'est un peu restrictif, mais ça ne rentrait pas de mettre art, design et architecture sur la couverture. Et peut-être juste pour désamorcer un peu les choses, bon là vous n'êtes pas beaucoup, du coup il n'y a pas ça, mais des fois ça peut être un peu intimidant ce genre de format. Juste pour dire que moi je sors de l'école depuis pas longtemps et je suis aussi intimidée que vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie ou si vous avez des questions ou si vous voulez interagir, voilà, c'est avec plaisir. Pour commencer, j'avais envie de vous poser quelques questions et en fait on m'a dit que la conférence d'hier, il y avait déjà pas mal répondu, mais et puis en plus vous n'êtes pas beaucoup, donc ça va peut-être pas trop marcher, mais déjà je voulais avoir une idée. Si ici, parmi les personnes présentes, il y en a qui peuvent me citer des noms d'architectes. Fujimoto Shu, Kengo Kuma et Norman Foster. Okay. Moi, je disais Le Corbusier, Eileen Gray et Zaha Hadid. On a aussi Lina Bobardi, Tessou, Boucher, Lacaton Vassal, Cannes, Tadaondo. Oui, Périen, ouais. Ok. Bon, c'était un petit test qui est plus. Les résultats sont plus partagés que ce que je pensais. En fait, en général, quand on pose ce genre de questions, les premiers noms qui viennent, c'est que des noms d'hommes. Et en fait, là, je suis assez surprise. Je n'y connais pas grand-chose en architecture, là, j'avoue. Du coup, il y en a plein que je connais pas, mais il y a quand même des noms que je connais qui sont des noms de femmes. Du coup, ça fait plaisir d'entendre parce que souvent, ce genre d'exercice, en fait, les premiers noms qui nous viennent à l'esprit, c'est des noms d'hommes parce que c'est aussi plus ce qu'on nous enseigne en école et tout ça. Ma deuxième question, et c'est là qu'on va voir si vous avez suivi hier, c'est si vous savez quelle est la répartition de genre dans les étudiants et étudiantes en école d'art, en sachant que c'est une répartition binaire homme-femme, puisque les comptes ne prennent pas encore en compte les personnes non binaires. Mais est-ce que voilà, vous avez une idée de combien de... Enfin, quelle est la répartition ouais, dans les écoles d'architecture? Je crois qu'en architecture, c'est 40% d'hommes et 60% de femmes, plus ou moins. Oui, c'est à peu près ça, 61-49. Et dans les personnes, dans les architectes en... Alors, attendez. Magie. Et parmi les architectes qui sont donc en activité, du coup, j'ai montré la réponse avant. Waouh, je suis super organisée. Et on peut voir que c'est l'inverse. Et en fait, ce chiffre-là, je vous le montre parce que nous, c'est une question qu'on se pose aussi avec le collectif Les mots de trop. C'est un peu la question de où disparaissent et où s'évaporent les femmes à la sortie des écoles. Pourquoi est-ce que dans les écoles d'art, beaux-arts, c'est la même chose? Et les chiffres sont même encore plus flagrants. C'est qu'il y a énormément d'étudiantes féminines. Et en fait, dans le métier, les personnes qui réussissent, on va dire, c'est que des hommes. Donc, c'est une des bases de nos réflexions là-dessus. Et une autre question, une dernière petite question, c'est est-ce que vous avez une idée du salaire moyen d'un architecte? On nous avait dit que les architectes, ils n'étaient pas très bien payés en général. Et je pense que c'est légèrement au-dessus du SMIC ou dans les alentours. Après, je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'on est très très mal payés dans les écoles d'art. Mais tant qu'on aime notre métier, c'est l'essentiel, je trouve. Même si on n'est pas très récompensé. Ouais. Tu voulais prendre aussi la même chose?
Bon, alors, les chiffres que j'ai, je les ai pas vérifiés, mais c'est les chiffres du gouvernement, du coup, j'imagine que, enfin, d'une étude gouvernementale. J'ai un salaire qui est de 4 560 € par mois pour les hommes. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence avec le salaire moyen pour une architecte femme? Et si oui, de combien vous pensez que la différence, elle est? Moi, je pense que ouais, il y a une différence. Après, comme pourcentage, je donnerais, je sais pas, 7-10%. En pourcentage, je vais pas savoir vous dire parce que voilà, mais c'est moins que le double, mais c'est quand même bien plus. Ouais. Ça vient pas aussi du fait qu'il y a beaucoup de femmes en sortie d'école qui sont jeunes et qui après qui arrêtent peut-être de travailler? Oui, alors il y a plusieurs critères. Le premier, c'est qu'effectivement, on voit que ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes jeunes. Parmi les architectes, en fait, dans les moins de 35 ans, c'est beaucoup des femmes plus que des hommes qui sont architectes. Du coup, il y a aussi le fait qu'il y a plus de femmes jeunes et donc en début de carrière, on gagne moins. Mais il y a aussi tout ce qui est lié aux arrêts maternité. Souvent, les femmes, elles peuvent moins travailler pour plein de raisons. Oui, il y a un écart, mais là, c'est quand même beaucoup. Et le 4560, là, faut être un très bon archi. J'imagine que c'est des calculs s'ils sont faits sur les carrières entières, quoi. Parce que là, on a les grands archis dedans, mais nous, peut-être pas. Ouais, ça doit être une moyenne, et c'est pour ça, du coup, que les hommes, ils gagnent vachement plus, peut-être aussi dans ce diagramme, c'est parce que ceux qui sont connus et qui sont payés très cher parce que leur nom, c'est surtout des hommes, et je pense que pas mal, hommes comme femmes, on n'est pas payés autant, oui. De manière générale. Mais oui, après, c'est une moyenne, c'est sûr que c'est pas représentatif de ce que vous avez touché à la sortie de l'école, je suis désolée. Voilà, bon, c'était juste une petite introduction pour montrer quand même ces différences qui sont assez flagrantes, même si c'est vrai que là, ça nous parle pas trop parce que c'est des réalités auxquelles vous n'êtes pas encore. Voilà, je voulais vous parler d'un compte Instagram que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ces phrases d'archi. Voilà, super. Et donc, si vous ne connaissez pas, c'est un compte Instagram qui publie depuis 2020 des phrases entendues en école d'archi. Et je voulais vous en citer quelques-unes. Par exemple, bonne chance et surtout essayez de rester en vie. Je repère facilement ceux qui réussissent. Toi, tu ne seras jamais un bon architecte. Arrête maintenant. À cette période-là, vous ne devriez pas être en train de dormir la nuit. Votre école, c'est l'une des meilleures. Il n'y a pas eu de suicide depuis longtemps. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Est-ce que ça vous semble normal? J'ai dû certainement contribuer à une des phrases J'ai déjà envoyé des phrases sur ce compte Instagram, trucs qu'on a entendus, qu'on a vus. Non, on en voit beaucoup. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Déjà, je veux préciser, de mon point de vue, c'est pas normal, mais il y avait bel et bien eu des phrases qui passaient pas du tout dans certains cours, et que après, dans notre école, on lutte contre, de manière générale, on laisse pas trop passer. Donc ça, c'est des phrases qui sont, qui relèvent quand même quelque chose qui est très présent dans les écoles où il y a un peu de la compétitivité, tout ça, c'est qu'on nous fait croire qu'en fait l'école et les études, c'est prioritaire sur tout le reste dans notre vie, y compris notre santé physique et mentale, notre situation économique. Donc c'est important de rappeler que c'est pas le cas et que c'est important de prendre soin de soi aussi. Et donc il y a ce genre de phrases sur vraiment les conditions d'études qui sont donc assez choquantes. En fait, on n'est pas en école d'art pour savoir si on va vivre jusqu'au bout ou se suicider en cours de route. C'est vraiment, ou en école d'archi, c'est pas du tout l'idée. Parmi ces phrases, il y en a qui sont d'autres registres, comme par exemple, si vous n'avez pas d'argent pour financer vos études, vous n'avez rien à faire dans une école d'architecture. C'est pas la structure qui est handicapée, c'est toi.
Je suis quand même inquiet qu'il n'y ait que des femmes sur ce projet. Tu es une femme, tu ne pourras pas être une bonne mère en même temps qu'une bonne architecte. Ou encore, vous êtes le partenaire sexuel de votre maquette. Donc il y avait au début tout ce qui relève plutôt de comment est-ce qu'on nous, enfin de quelle image des études on nous donne, où on doit situer, on ne doit plus dormir, tout ça qui pose problème. Et ensuite il y a aussi donc tout ce registre qui relève donc des discriminations, que ce soit envers un handicap, envers un genre, et aussi tout ce qui relève de la culture du viol. Dire à des étudiants et étudiantes qui sont les partenaires, qui doivent être les partenaires sexuels de leur maquette, ça n'a absolument pas sa place dans un cours, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est des phrases. Donc je pensais qu'il y aurait surtout des premières années. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en première année, du coup? Ouais. Ok. Ça peut être quelque chose auquel on n'est pas préparé quand on arrive à entendre ce genre de choses, qui est normal, parce que ce n'est pas des choses qu'on s'attend à entendre en école d'art. Et du coup, c'est là que j'en viens à parler de... C'est pas ça, c'est ça, pardon. Du coup, de notre projet. Donc, c'est un collectif qui s'est créé en 2019. Donc, moi, j'étais aux Beaux-Arts de Rennes à ce moment-là, en 3e année. Et on avait un enseignant qui avait ce genre de propos, comme ceux que je viens de vous citer, sexistes, racistes, qui ne passaient pas du tout. On a fait plusieurs déclarations à l'administration et il ne se passait jamais rien. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire autre chose. Donc, on a commencé par mettre des stickers, ce qui était arraché le jour même. On a passé une semaine à remettre des stickers tous les jours, et ils étaient réarrachés tous les jours, qui disaient simplement patriarcat hors de nos écoles, hors de nos vies. Et la deuxième image, c'est un peu pour vous contextualiser du coup de où je parle aujourd'hui. Donc à gauche, c'était nos premières colères, on va dire. Et en fait, ensuite, il y a eu tout un projet graphique que je vais vous montrer et vous détailler, qui a été beaucoup diffusé jusqu'à être exposé, donc comme on le voit à droite, au Centre national du graphisme à Chaumont, pour la Biennale internationale de graphisme. Et pour moi, c'est important de montrer ça parce que c'est rare qu'on soit entendu par les institutions. Le fait d'être dans une institution comme ça pose question parce qu'en fait, il y a des questions de discrimination sont partout. Mais du coup, ça permet de donner de la visibilité à ce genre de choses pour espérer que ça se reproduise de moins en moins dans nos études à l'avenir. Donc c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Donc les mots de trop, c'est un projet, donc comme je vous l'ai dit, de lutte contre les discriminations. Donc après les premiers stickers qu'on a mis, on a commencé une récolte de témoignages au sein de notre école. Et on s'attendait à trouver des témoignages contre l'enseignant auquel on pensait, et on s'est rendu compte que ce qu'on recevait, ça venait de plein d'enseignants différents. Et on s'est dit qu'on n'allait pas du coup s'attarder seulement sur notre école, mais on a ouvert une récolte de témoignages à l'école nationale. Et donc on a commencé à recueillir comme ça des dizaines et des dizaines de témoignages. Ensuite, on en a fait des affiches. Donc l'image que vous pouvez voir à droite, en fait, c'est des affiches qui fonctionnent par 4 et qui sont dans une volonté de facilité d'accès. En fait, on a un site internet sur lequel on peut télécharger gratuitement toutes les affiches. Et l'idée est de pouvoir vraiment les placarder dans les écoles pour que ces phrases qui sont choquantes soient que les personnes y soient confrontées, qu'elles soient victimes et du coup qu'elles y trouvent un peu du réconfort en se disant je ne suis pas la seule à vivre ça, ou alors j'ai vécu ça et j'avais l'impression que c'était déplacé et je me rendais pas compte que c'était vraiment pas normal, mais aussi des personnes qui en sont à l'origine, c'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un qui a pu avoir ce genre de phrase qui arrive dans son école et qui la voit affichée en grand peut peut-être se poser la question de est-ce que ça a vraiment sa place dans les cours que je donne. Donc pour nous, c'est vraiment une importance depuis le début de faire des outils qui sont facilement accessibles et gratuits. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez les télécharger, les imprimer. Et donc, ils fonctionnent sur des petits formats qui s'assemblent afin de faire une grande affiche. Et donc comme ça, on a créé 100 affiches différentes. Donc il y a 100 témoignages qui sont portés par des affiches. Et le principe, donc si elle fonctionne aussi par plusieurs témoignages mis bout à bout, c'est qu'il y avait pour nous une importance à ce qu'on ne puisse pas dénoncer qu'une seule forme de discrimination ou qu'une seule école. On peut voir qu'à chaque fois, on ne voit pas très bien, c'est petit, mais l'école d'où provient le témoignage est citée. Et du coup, on voulait montrer que c'est un problème qui a lieu partout, et pas que dans l'école où on est,
ou non plus dire que l'école où on est, il se passe rien et que tout va bien. Et aussi les différents types de témoignages pour montrer qu'en fait, tout ça, c'est lié, qu'il n'y a pas de sexisme sans racisme, qu'il n'y a pas de psychophobie sans validisme et qu'on ne peut pas se battre contre l'un tout en perpétuant l'autre. Donc pour nous, c'était vraiment important de mettre tout ça en lien. Et donc là, l'image qu'on voit, c'est différents affichages qui ont été faits dans des écoles plutôt d'art, plutôt d'écoles de beaux-arts et de design. Donc c'est un projet qui a été beaucoup relayé, comme je vous le disais. Donc pour nous, il y avait vraiment une importance à mettre en avant ce qu'on appelle les micro-agressions. Donc on parle de micro-agressions non pas parce qu'on les minimise par rapport à des agressions physiques, mais parce que souvent, de l'extérieur, c'est considéré comme minime. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est des blagues, que c'est des propos déplacés et que c'est pas grave. Et donc nous, on voulait montrer que si, c'est grave aussi et qu'en fait, d'avoir ce genre de phrases au quotidien, c'est un terreau pour plus grave, entre guillemets. D'où le fait que ce soit des phrases très courtes. Donc voilà, vous avez quelques exemples un peu horribles. J'ai oublié de faire un trigger warning au début, je suis désolée, mais du coup, vu que je parle de discrimination, forcément, il n'y a que des propos difficiles. Ah oui, il était affiché, je ne l'ai juste pas dit, super. Voilà, donc l'appel à témoignage qu'on a fait, en fait, c'est un formulaire en ligne qui existe toujours, donc c'est toujours possible d'aller mettre des choses dessus, et qui avait une seule consigne, c'était que ce soit des phrases courtes qui ont été entendues en cours. Et c'est anonyme, du coup, ça permettait aussi la sécurité des personnes qui témoignent pour que... souvent, on se sent mieux de témoigner quand on est anonyme. Voilà. Et enfin, le dernier point important, donc je connais un peu moins l'école d'architecture, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Il y a un peu ce mythe, il y a un peu deux mythes. Le premier, c'est celui de l'artiste tout-puissant, créateur. Voilà, donc il faut respecter. Du coup, avec ce problème un peu qu'il peut y avoir quand on fonctionne par atelier, où on va s'en remettre totalement à la personne qui gère l'atelier, qui est architecte ou artiste ou prof. Et le deuxième, c'est le mythe de l'école d'art, de design, d'architecture comme lieu hyper bienveillant, ouvert d'esprit et safe, où tout va bien, puisqu'on est créatif et créative, et que du coup, on est ouvert d'esprit. Ça, c'est un mythe qui est pas très vrai, en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que comme on fait des études qui sont un peu à côté par rapport à des choses plus classiques, et encore qu'en architecture, c'est quand même, il y a quand même des trucs beaucoup plus techniques, il y a en tout cas des cours plus techniques qu'aux Beaux-Arts, par exemple. Voilà, pour nous, c'était important de sortir de cette chose-là, parce qu'en fait, c'est important de montrer que les discriminations, elles ont lieu partout, et qu'il n'y a aucun lieu qui est exempt de ça. Et donc, on en est venu... donc, on a publié des affiches pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on s'est dit que c'était cool de faire des affiches, mais qu'en fait, ça allait rien changer du tout, à part de crier et de partager notre colère. Le projet, il a quand même pas servi à rien, dans le sens où, par exemple, donc je vous parlais de l'enseignant dans l'école où j'étais qui posait problème. En fait, il se trouve qu'il n'est plus enseignant maintenant, puisque du coup, le fait d'avoir fait ce projet... et d'avoir parlé, et d'avoir fait des affiches, et d'avoir rendu ça public, ça a aidé à mettre un coup d'accélérateur en fait, à l'administration. Et ça a aussi, notre travail aussi en tant que collectif, au-delà de produire des affiches et des livres, c'est d'accompagner des personnes qui en ont besoin. Et pour ajouter quand même un truc un peu positif, je voulais vous citer 2 victoires, même si c'est un peu triste d'appeler ça des victoires, qu'on a eues récemment. Donc à nouveau, Beaux-Arts de Rennes, il y a un autre enseignant qui harcelait des étudiantes depuis 10 ans, qui a été mis à pied grâce aux témoignages qu'on a pu récolter et partager. Et il y a aussi une étudiante en art qui s'était vue empêchée de passer son diplôme parce qu'elle avait des problèmes de santé. Ils lui ont dit non, si tu peux pas te tenir debout, en fait, c'est non. Et donc on l'a accompagnée pendant 1 an, et finalement elle a pu repasser son diplôme cette année, elle l'a eu. Donc voilà, c'est aussi pour dire que c'est un peu plombant tout ça, mais ça aboutit des fois à des choses positives, et c'est aussi pour ça qu'on se bat. Je vais boire. Et aussi quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'au début du projet, donc nous on a lancé en fait notre site internet, je ne l'ai pas dit, en 2020, en juin 2020, pile 1 semaine avant ces phrases d'archi. Donc voilà, coïncidence, on ne sait pas.
Dès le début, il y avait aussi un mini-guide d'autodéfense, mais qui était vraiment un petit A5 de 4 pages, avec dessus des ressources juridiques sur comment faire si on est confronté à ces situations, parce que depuis le début, pour nous, c'était important aussi de faire de la pédagogie et d'aider les victimes, et pas juste de leur dire « Regardez, vous n'êtes pas tout seul ». Donc, il y avait ce petit guide qui existait, mais qui était vraiment très court. Et on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de plus important. Et donc, on a fait ce guide qui circule. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'en haut. Il y en a 3 exemplaires. Donc ça, j'ai pas précisé, le collectif, on varie entre 7 et 9 personnes selon... Ah, pardon, il y a une question. Oui, j'aimerais juste savoir le nom du site sur lequel on peut témoigner. Alors le site, c'est tout simplement lesmotsdetro.fr, okay. Tout attaché. Merci. Et je vous redirai à la fin, pas de souci. Oui, donc on est un collectif entre, on va dire 6 et 10 personnes selon les périodes. Quand c'est en période d'examen, un peu moins. À la base, c'est que des étudiantes en art et design graphique. Maintenant, en fait, on est toutes diplômées ou presque. Donc voilà, il y a aussi un besoin de renouveau. S'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer là-dedans, n'hésitez pas à venir me faire signe. On est toujours ouvert à de nouvelles personnes. Et donc, on l'a fait voilà, à 8, ce guide-là. Et il se découpait en 3 parties. La première, c'était vraiment comprendre la situation, donc avec un article qu'on a rédigé et des statistiques qu'on a pu faire à partir des témoignages qu'on a reçus. La deuxième partie, c'était toute une partie sur des différentes initiatives d'étudiants et d'étudiantes en art, et design et architecture. Donc il y a plusieurs associations, je vous détaillerai après différentes initiatives. Donc ça, l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qui est possible de faire, quels combats peuvent être menés, quand est-ce que ça peut réussir, et surtout comment faire quand on est dans une situation comme ça et qu'on ne veut pas rester seul. Et enfin, la dernière partie, c'est une partie vraiment de bibliographie et de ressources. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la partie agrandie de notre tout premier guide du début, où il y a à nouveau des ressources juridiques, mais il y a surtout une dizaine de pages de bibliographie et de ressources, oui, de livres, de films. Donc la première partie, qui est aussi, je pense, une des plus importantes, donc c'est celle des statistiques. Le décompte des témoignages pour ce guide, il s'est arrêté après 2 ans et demi de récolte, c'est-à-dire qu'à partir de novembre, on a arrêté de compter puisqu'il fallait qu'on fasse la mise en page, mais on continue d'en recevoir 3 ans après. Et donc sur ces 2 ans et demi, on a reçu 432 témoignages de 282 écoles différentes, donc c'est assez représentatif de beaucoup d'écoles. Il n'y a que 1,9% de ces écoles qui sont des écoles d'archi, c'est pas énorme, donc il y a aussi moins d'écoles d'archi que d'écoles d'art et design, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas dans les écoles publiques. Donc c'est un petit peu moins représentatif, mais bon, ça fait quand même partie. Et la première statistique que vous pouvez voir, c'est sur les personnes qui nous ont envoyé les témoignages. Et on voit que c'est à peu près autant des victimes que des témoins. Et pour nous, c'est important de montrer que même si nous, on n'est pas victime de quelque chose, quand on voit quelque chose se passer, c'est important d'en parler aussi et qu'il ne faut pas laisser les gens dans leurs difficultés si on est capable de faire quelque chose. La carte, du coup, c'est la carte de toutes les écoles qui nous ont, d'où on a reçu des témoignages. Donc il y en a aussi en Belgique et en Suisse. Je n'avais pas précisé. Voilà. Ensuite, du coup, il y a des chiffres qui sont un peu importants. J'en ai parlé un peu au début. Donc le premier, c'est sur comment qualifier les discriminations. Donc on ne voit pas grand-chose là, mais si les livres passent, vous verrez un peu mieux. Mais je vais vous décrire sur le premier. Donc c'est les types de discrimination. On voit qu'en tête, c'est le sexisme et le racisme. Donc là, c'est en nombre de témoignages, c'est pas en pourcentage, mais on a reçu presque 200 témoignages de sexisme et à peu près 150 témoignages de racisme, en comptant aussi le racisme envers les personnes asiatiques qu'on a séparé ici parce que c'était important de montrer le racisme envers les personnes asiatiques qui est très fort en fait dans les écoles d'art. Juste après,
viennent la psychophobie et le validisme, qui, mis ensemble, représentent 76 témoignages. Si vous ne savez pas ce que c'est, le validisme, c'est les discriminations envers les personnes en situation de handicap. Et la psychophobie, c'est les discriminations envers les personnes qui sont atteintes de troubles psy ou d'anxiété. Voilà. Et en fait, donc, ça revient sur ce que je vous disais au début, sur la pression qui nous a mis, sur le fait que haha, super, personne s'est tué cette année. En fait, ça commence avec des phrases comme ça, qu'en fait, les personnes peuvent avoir des idées suicidaires et les études ne sont pas là pour mettre les étudiants et étudiantes en difficulté à ce point. Et ensuite, on a aussi le classisme qui vient, qui est très, très bien représenté. Le classisme, c'est toutes les discriminations qui sont liées aux écarts de classe sociale, on va dire. Et donc là, ça rejoint aussi des choses que j'ai pu dire au début, comme si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites là? Et je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes ici, par exemple, qui ont un travail à côté des études, là, en levant la main? Voilà, en fait, c'est des réalités qui existent et je pense que c'est important que les enseignants et enseignantes se rendent compte que tout étudiant et étudiante n'a pas les moyens de juste faire des études. Et donc ce chiffre le prouve. Et enfin, le dernier, j'en ai aussi parlé au début, que je voulais détailler, c'est la culture du viol, où on a reçu 47 témoignages. Donc la culture du viol, c'est le fait de dire des choses qui peuvent encourager le viol, hein, concrètement. Et ça vient avec des phrases que j'ai pu dire, comme celle du début, vous êtes le partenaire sexuel de votre maquette. Non, parce qu'on commence comme ça, on peut aller très loin. Ensuite, il y a un autre chiffre sur lequel je voulais m'attarder un peu, c'est sur le schéma de droite. Du coup, sur qui est l'auteur ou l'autrice de la discrimination. Et on peut voir que le plus grand chiffre, c'est donc 225 témoignages qui proviennent d'enseignants, et enseignants, cette fois, est volontairement au masculin, parce qu'en fait, des témoignages qui ont été dits par des enseignantes, on en a reçu 4. Donc c'était important pour nous de ne pas l'écrire en inclusif cette fois-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à nos études d'art, d'archi, de design, parce que contrairement aux autres études comme école d'ingé ou de commerce, souvent les discriminations et les violences, elles ont lieu entre étudiants et étudiantes. Et en fait, là, on se rend compte que c'est pas vraiment des étudiants et étudiantes qu'il y a le plus. Et donc ça rejoint le schéma de droite où on parle des contextes des discriminations. Et on voit que la plupart du temps, c'est des contextes scolaires. Donc des examens, des bilans, des concours d'entrée. Et à nouveau, un chiffre que je voulais mettre un peu en avant, c'est les exclusions et les abandons d'études. Donc là, on voit que parmi ce qu'on a reçu, donc tout n'était pas précisé, donc si vous comptez tout, ça ne va pas arriver aux 432 que je vous ai mis, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas précisé les détails. Mais parmi ce qui nous a été envoyé, donc on voit qu'il y a 4 personnes au moins qui nous ont dit qu'elles ont abandonné leurs études suite à des discriminations qu'elles ont reçues, voire qu'elles ont été exclues en raison de leur handicap ou leur identité de genre ou d'autres raisons. Et en fait, c'est grave. Et aussi, et on a aussi reçu 2 témoignages de personnes ayant été témoins de personnes ayant fait des tentatives de suicide. Donc en fait, voilà, j'en reviens toujours à ce que je disais au début, parce que c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est des réalités et il faut s'organiser pour que ça n'arrive pas. En tout cas, pas à cause des études, si c'est possible. Et donc en parlant de s'organiser, j'en viens à la deuxième partie, qui est cet index de toutes les initiatives qu'on a pu récolter. Donc il y a 3 ou 4 pages de noms d'assauts, de collectifs dans plein d'écoles différentes, qui est plutôt des 5 dernières années, parce qu'on a voulu faire quelque chose d'assez actuel et montrer ce qui se passe en ce moment. Et cet index-là, on le voulait vraiment pour montrer ce qui se passe en ce moment, ce qui est possible de faire, et comme je le disais tout à l'heure, de se dire, d'être un peu une source d'inspiration. Voilà, de source d'inspiration pour des personnes qui ont envie de s'engager mais qui ne savent pas trop comment. On peut se dire, dans telle école, ils ont fait telle action, c'est chouette, on pourrait faire pareil. Et ça peut être aussi des choses militantes sur d'autres thèmes comme l'écologie. On a par exemple les récupérathèques. Je ne sais pas s'il y en a ici. Ce sont des lieux
avec des matériaux de réemploi qu'on peut utiliser pour faire ces maquettes, tout ça, où il y a des écoles dans lesquelles il y a des personnes qui s'organisent autour de potagers. Donc ça peut être aussi des choses de ce genre-là. C'est pas que des choses au niveau des discriminations, c'est plutôt des choses militantes globalement. Et donc je voulais vous en citer deux pour vous donner des exemples de ce qui peut se faire et pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont assez simples en fait à mettre en place pour faire avancer ces questions-là. Les premiers, c'est les Cybersista et le Club Med, qui sont des collectifs des Beaux-Arts de Lyon, qui, en fait, un peu leur combat de base, c'était Enfin, vraiment, leur char de bataille, c'est l'écriture inclusive et la façon dont on parle des étudiants et des étudiantes. Et un truc tout bête, c'était l'adresse mail, c'est étudiant@beaux-arts de Lyon. Et ils se sont dit, c'est pas OK si la majorité, c'est des étudiantes. Pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt études@beaux-arts de Lyon? Et donc, c'est des petites choses comme ça qui font que petit à petit, on se sent plus à notre place. Et voilà, donc le Club Med, ils ont aussi fait un guide sur comment bien pratiquer le langage inclusif en école d'art, avec des idées aussi de chartes. Elles ont rédigé une charte donc, pour proposer à l'école. Je ne sais pas si c'est le cas en école d'archi, mais dans les écoles d'art, il y a une charte qui est rédigée et en fait, il y a une proposition de l'ANDEA, c'est l'Association nationale des écoles d'art, propose une charte et chaque école a le choix de l'adopter ou de rédiger sa propre charte. Et c'est censé être des chartes sur des trucs assez basiques. On doit veiller au respect des différences de genre et des différences de chaque personne. Et donc les Cybersista, elles proposent d'aller plus loin avec vraiment des vraies propositions qui s'ancrent plus dans le quotidien. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, j'ai pas d'image, mais juste pour vous montrer les différences d'action, je voulais vous parler d'une action qui a eu lieu à l'ENSI, aux ateliers à Paris. Eux, ils ont pris un peu les moyens forts. Ils ont eu un changement de directeur sans leur accord et qui était un directeur qui avait une politique qui leur convenait pas en termes de pédagogie. Et du coup, ils ont emmuré le bureau du directeur à la rentrée. Et en fait, c'est pour dire que, voilà, entre demander à changer les adresses mail et emmurer le bureau du directeur, il y a plein d'étapes. Les deux sont légitimes. Mais c'est pour dire que voilà, si on a vraiment envie de montrer que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, il y a plein de moyens de le faire. Et puisque c'est à l'écran, j'en parle rapidement. Un dernier moyen, c'est aussi de créer des espaces de non-mixité. Par exemple, au Beaux-Arts de Rennes, il y a un collectif qui s'appelle La Claque, qui propose des choses assez informelles, qui sont des tables rondes et des goûters, mais entre personnes queer. Et c'est super important parce qu'on en a peu des espaces comme ça et du coup ça permet d'avoir des espaces en non-mixité pour parler de nos conditions d'études et aussi échanger justement comment t'as fait toi pour changer ton prénom d'usage, est-ce que tu arrives à faire respecter tes pronoms, comment ça se passe avec tel ou tel enseignant et enseignante, voilà. Donc il y a plein de façons en fait de s'organiser pour faire face à des situations qui nous mettent en difficulté. Et enfin, la dernière partie, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est la partie sur la bibliographie. En fait, pour nous, cette partie, elle est vraiment importante parce que c'est bien de dire, de dénoncer les discriminations, tout ça, mais en fait, à la base de tout ça, on pense que c'est vraiment important de s'informer et de comprendre d'où ça vient, d'en comprendre l'aspect systémique, de comprendre que c'est pas juste des blagues. Et en fait, ça, malheureusement, si on n'y réfléchit pas un peu, c'est sûr qu'on peut s'arrêter à c'est une blague, c'est déplacé, c'est un mauvais commentaire. Et du coup, ça nous paraît très important de mettre à disposition plein de ressources, qu'elles soient pour les personnes qui y connaissent rien et qui se disent j'ai envie de commencer par quelque chose, mais aussi pour des personnes qui sont victimes de quelque chose et qui ont besoin de clés pour comprendre pourquoi ça se passe. Et donc, il y a plusieurs niveaux différents. Il y a des podcasts, des lectures, des films, enfin il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Mais globalement, c'est que des choses qui donnent des ressources pour s'informer et informer les autres. Et par exemple, ça peut être aussi, donc je vous parlais d'initiatives, ça peut être aussi, tiens, il y a tel film, tel documentaire qui parle de ce sujet, on n'en a pas parlé en cours alors que c'est important, venez, on demande l'auditorium en soir et on le projette. Voilà, ça peut être aussi ce genre d'initiative.
ça, c'est juste une mini parenthèse sur d'où on parle. Je ne vais pas aller très loin. En fait, la page qu'on voit là, c'est genre notre page de remerciement. C'est juste pour dire qu'on a un collectif bénévole et on fait tout ça en plus de nos études. Donc, quand je disais tout à l'heure, les études, ça ne doit pas nous épuiser. Mais si on fait des trucs en plus... Enfin, en fait, il y a vraiment un vrai enjeu de... Nous, on s'est un peu tués à l'effort dans ce collectif alors que ce n'était pas notre travail. Et il y a un vrai problème dans les écoles, c'est que, et ça nous arrivait à nous, c'est que vu qu'on a commencé à s'impliquer, on nous a dit « Ah bah super, vous allez être référente discrimination », alors qu'on n'avait rien demandé. Et du coup, on s'est retrouvés à avoir nos noms dans des listes de mails qui étaient envoyées à toute l'école. Si vous avez un problème, allez voir Sophie Vella. Voilà. Et en fait, ça, c'est une charge mentale c'est hors de question. Ça doit être géré par des personnes qui sont formées. Nous, on s'est auto-formés entre nous par l'expérience. Mais à la base, on n'a aucune formation sur le sexisme. Hein. Clairement, c'est l'école de la vie. Et voilà, donc c'était important pour moi de vous dire d'où on parle, parce que en fait, c'est vraiment un manque, je trouve, dans nos écoles. Il y a des référents et des référentes, mais souvent, on ne sait pas trop qui c'est. C'est des gens qui font ça en plus du reste. Et donc, c'est vraiment important d'essayer de mettre ça en place le plus possible dans les écoles. Voilà. Et donc pour finir sur, comme je vous ai dit au début que les outils étaient accessibles en ligne, c'est la même chose pour le guide. En fait, donc ce guide que vous avez, vous voyez, il est beau, il est fluo et tout. En fait, on l'a imprimé à très peu d'exemplaires, il n'y en a que 250 qu'on a reliés à la main. Ça aussi, c'est très anecdotique, mais pour vous dire, du coup, je vous dis, on était 8. On a relié 250 exemplaires un par un à la main, c'était très long. Donc ça aussi, c'est du travail gratuit pour des choses qui nous semblent importantes. Donc c'est important aussi voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi après d'être invité dans ce genre d'événement pour en parler, parce que faut bien payer le loyer à la fin du mois. Du coup, fin de la parenthèse budget. On voulait vraiment que ce guide soit accessible. Donc sur les 250 exemplaires qu'on a fait, en premier lieu, on en a envoyé à toutes les écoles d'art et design publiques françaises, donc tout le réseau de l'association Andea que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça représente 45 écoles, je crois. Donc ça, c'était dans un premier temps. Puis ensuite, on n'avait plus de sous. Du coup, on ne pouvait plus envoyer les exemplaires restants. Donc on a dû refaire des demandes de subventions. Et là, à la rentrée cette semaine, on a pu en envoyer à toutes les écoles d'architecture. Parce que, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais même un petit guide comme ça de peu de pages, juste de l'expédier dans toutes les écoles d'art, ça coûte très cher. Il y en a pour genre 400 € de timbre. Donc voilà, nous on voulait vraiment que ce soit accessible et que ce soit gratuit en fait, et que dans les écoles, donc ça va être le cas, les exemplaires qui sont là, ils vont rester à la bibliothèque. L'idée c'est qu'il y en ait toujours deux, un qui est en consultation et un qui est en consultation qui peut pas sortir de la bibliothèque et un qui peut être emprunté, pour qu'il y ait toujours un guide dans la bibliothèque si quelqu'un en a besoin, qu'il y en ait toujours un qui bouge pas. Et pour que ce soit encore plus accessible, il y a une version PDF en ligne. Et donc là, ce que vous voyez, c'est notre site, avec à droite notamment la liste, bon là pas à jour, de tous les lieux où on peut le trouver. Parce que du coup, il n'y en a pas un nombre illimité, donc on ne peut pas l'avoir pour soi et on ne peut pas l'acheter. Donc il y a toute cette liste qui répertorie les lieux où on peut trouver le guide. Et voilà, le PDF qui est en ligne. Et aussi, il y a une version en ligne qui est imprimable, c'est-à-dire que si vous avez vraiment très envie de l'avoir en objet, vous pouvez aller l'imprimer vous-même et le relier à la main, vous aussi. Voilà. Et donc là, ce qu'on espère pour la rentrée, c'est de le réimprimer, puisqu'on n'en a presque plus, en fait, des 250 qu'on avait, de façon un peu plus économique, pour que vraiment chaque étudiant et étudiante puisse, qui arrive en première année, par exemple, puisse en avoir un, et que ce soit vraiment un guide qu'on puisse avoir à portée de main quand on en a besoin. Donc voilà pour la diffusion de ce guide. Je crois que j'ai un peu rien oublié sur ce dont il est composé. Je ne sais pas comment finir cette phrase. Peut-être si vous avez des questions, des remarques, on peut en parler. Ou s'il y a des choses que j'ai pas assez approfondies aussi, parce que je suis peut-être, vu que je vois que vous êtes un peu épuisés, j'ai essayé de pas trop m'attarder sur tout, mais s'il y a des questions ou des demandes d'approfondissement, je peux y répondre. Le micro est ici. On remercie Sophie déjà.
En attendant qu'il y ait une question qui sorte, juste vous rappeler qu'on a une typo inclusive à l'école. Peu importe ce que vous pensez de la typo, on a une typo inclusive. Voilà, c'est dit. Qui a une question ? C'était juste pour savoir, donc au départ, l'initiative, c'est un groupe d'étudiants et étudiantes. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé ça. En fait, pour faire un peu l'historique, on était vraiment juste 3 copines et on en avait marre d'arriver le lundi matin en cours de vidéo et de se faire mater les seins. Ok. Voilà, pour être très cru sur comment ça s'est passé. Et on en avait marre d'entendre nos 2 seules amies racisées de la classe se faire entendre dire que si elles parlaient pas bien français, c'était parce qu'elles n'étaient pas françaises alors qu'elles étaient françaises. Et ça venait toujours du même enseignant. Et du coup, on s'est dit, ben là, en fait, on a prévenu 1 fois, 2 fois l'administration. Et puis, en fait, c'était un enseignant qui avait un certain âge. Et on nous disait, non, mais c'est sa génération. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on a dit, bah, si personne ne veut entendre, on va faire autrement, quoi. Mais oui, au début, du coup, on était 3. On était 3 sur la création des affiches et on avait une 4e amie qui nous a aidés sur le web. Et en fait, ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un peu important quand même. Le projet, au départ, il est né en cours, c'est-à-dire qu'on a eu de la chance d'avoir une enseignante aux Beaux-Arts de Rennes qui est hyper militante. Et on lui a dit, Isabelle, on en a trop marre, on a envie de faire des affiches là-dessus. Elle a dit, bah super, vous voyez, le cours du mardi, on fait ça ensemble. Et du coup, elle nous a accompagnés là-dessus et elle nous suit encore aujourd'hui. Et en fait, je le relève parce que c'est assez rare et que c'est super d'avoir des enseignants et enseignantes qui nous soutiennent dans des projets militants. Et voilà, donc au départ, c'était même pour être honnête, c'est un projet que j'ai présenté à mon diplôme de 3e année, donc c'était vraiment dans le cadre scolaire au départ, même si ça rentrait pas dans un cours qu'on nous avait donné, quoi. Voilà. Et après, on s'est multiplié un peu. Enfin, il y a eu un moment, donc on était 3, il y en a une qui a arrêté les études d'art, et on avait besoin de renouveau parce que à 2, on pouvait pas porter ça, quoi. Puisque, pardon, je réponds, c'est un peu long comme réponse. Un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est l'ampleur que ça a pris, à laquelle on s'attendait pas. Au début, on a publié le site, donc début juin 2020, et on n'avait même pas fait de compte Instagram parce qu'on voyait pas l'intérêt. Pour nous, c'était un site avec des ressources en ligne et les gens allaient se débrouiller. Et au bout de 24 heures, on a commencé à avoir des gens qui partageaient des captures d'écran à l'arrache en story. On s'est dit, bon, on va peut-être faire des réseaux sociaux du coup. Et en fait, en moins d'1 mois, on avait 2000 abonnés. Et on était à genre, ah d'accord. Et en fait, après, ça a fait que augmenter. Du coup, on s'est dit, on peut pas gérer ça à 2, c'est trop de boulot. Et c'est aussi une énorme charge mentale parce qu'en fait, mine de rien, tous les témoignages qu'on reçoit, par exemple, je vous ai parlé des statistiques, je suis pas rentrée dans les détails, mais pour faire les statistiques, en fait, on a lu tous les témoignages un par un. On s'est dit, ça, c'est quoi? Sexisme, ça, c'est racisme. Machin. Et en fait, ça, en termes de charge mentale, c'est hyper douloureux, quoi. Donc, c'est bien d'être plusieurs. Merci. Et j'en profite juste pour dire que là, je suis seule, mais en général, on préfère être plusieurs pour faire ce genre de choses, pour représenter qu'on a un collectif, mais juste les disponibilités de début d'année faisaient que c'était pas possible. Mais moi, j'avais une question par rapport à votre guide. Dans comment qualifier ces discriminations, vous avez mis homophobie 17%, transphobie 15%, LGBT-phobie 8% et lesbophobie 4%. Pourquoi les avoir séparés comme ça ? On les a séparés déjà parce que, en fait, dans le formulaire, il y avait un endroit où les gens pouvaient préciser s'ils voulaient quel type de discrimination ils pensaient que c'était. Et du coup, on s'est dit que si une personne avait témoigné en précisant que c'était de la lesbophobie, c'était sûrement que ça avait une importance pour cette personne de le catégoriser comme ça. Donc, on a voulu le garder. Et aussi pour montrer les différentes... les différents niveaux qu'il y a dans les LGBT-phobies, c'est que souvent, je sais pas comment dire, mais par exemple la transphobie c'est beaucoup plus invisibilisé que le reste, et donc on voulait montrer que c'est pas que de l'homophobie en fait. Il y a aussi les femmes lesbiennes qui le subissent, il y a aussi les personnes trans et non binaires qui le subissent, et du coup pour nous c'était important de séparer pour montrer que tout existe. Voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait aussi pu réunir tout ça, mais c'était important de séparer pour montrer que tout existe. Ah, d'accord, merci. Généralement, lorsqu'on est victime de quelque chose, on s'en rend pas forcément compte de la gravité d'une phrase ou de quelque chose. Des fois, ça arrive de pleurer, etc. Mais on préfère toujours laisser aller et faire passer les choses. Quand est-ce qu'il faut avoir le déclic et quand est-ce qu'il faut que je me dise non, mais là, c'est grave, il faut que je fasse quelque chose à une remarque ou à des agissements.
Bah, je pense déjà, comme tu viens de dire, à partir du moment où tu pleures, c'est que ça va pas. Ou même si tu te poses la question de est-ce que c'est grave, c'est que ça va pas. En fait, c'est toujours dur de se dire je vais faire quelque chose parce que souvent on est confronté à il va rien se passer derrière, et c'est le cas. Et c'est aussi c'est pour ça que j'en parle. Nous, quand on a commencé à parler à l'administration, ils nous ont dit bah il est vieux, d'accord. Et en fait, nous, bah, on le subissait au quotidien et je pense que ce qui est important, c'est déjà d'en parler à ses proches parce que en fait, c'est difficile de se dire allez, je vais aller voir l'administration et leur dire que tel prof m'a mal parlé parce qu'il y a plein d'enjeux aussi sur les relations. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que j'avoue que je ne sais pas trop comment c'est en école d'archi, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en école d'art, il y a une limite très floue dans le relationnel entre les enseignants et enseignantes et les étudiants et étudiantes, où c'est tout à fait normal d'aller boire un verre avec son prof après le cours. On se tutoie, on s'appelle par nos prénoms. J'imagine qu'il y a des choses similaires en école d'archi, je ne sais pas trop. Ok. Et en fait, ça, d'un côté, ça peut mettre à l'aise et c'est bien, et de l'autre, bah, ça crée que du coup, si cet enseignant qu'on appelle par son prénom tous les jours, un jour, il nous dit un truc de travers alors qu'on rigolait avec lui la veille, comment est-ce qu'on va réussir à lui dire là, tu vas trop loin? Et donc, c'est important, avant d'en parler à la personne, si on ne le sent pas, d'en parler avec ses amis, de dire bah, il m'a dit ça, je trouve que c'est un peu bizarre, qu'est-ce que tu en penses? Et d'être en groupe, c'est important aussi de. Enfin, c'est pour ça, tout à l'heure, je montrais le fait qu'il y ait des témoins qui nous ont rapporté des choses. Si on se sent pas, c'est de dire ah bah j'ai vécu ça mais je me sens pas d'en parler. Est-ce que toi t'es mon ami, tu veux bien aller en parler à l'administration ou quoi, ou on le fait à plusieurs. Je pense que le déclic il est à avoir à partir du moment où tu te poses la question de est-ce que c'est normal ou pas d'avoir entendu quelque chose qui t'a mis mal à l'aise. J'avais une autre question aussi. Généralement, lorsqu'on nous fait une remarque, c'est pas très public et généralement l'entourage dans lequel on reçoit la remarque, c'est des personnes qui sont d'accord avec la personne qui parle. Et du coup, généralement, on se sent très seul et on n'a pas de preuves sur nous. Et par exemple, si on est victime de quelque chose, on fait comment? On porte plainte où? On fait quoi? Parce que généralement, on n'a pas de preuves. Du coup, soit on ne nous croit pas. Et quand on nous croit, bah, vu qu'il n'y a pas de preuves, ça part au vent. Du coup, on fait comment quand on reçoit quelque chose de désagréable? Bah, c'est un peu toute la difficulté de du coup, ce qu'on appelle, nous, ces microagressions. Et c'est pour ça qu'on voulait parler de ça avec ce projet aussi. C'est que souvent, on ne nous prend pas au sérieux et c'est dans des cadres privés. Enfin, même quand c'est en cours, si c'est un entretien individuel, ça reste un entretien individuel. Et en fait, je dirais que pour redonner l'exemple de l'enseignant, donc nous, qui a été un peu à l'origine du projet, on le remercie. En fait, nous, on nous disait, mais c'est que des phrases, vous n'avez aucune preuve, exactement ce que tu viens de dire, et puis c'est des blagues, tout ça. Et en fait, ce qui a marché, c'est qu'on en a parlé autour de nous, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait 10 ans, 15 ans, ça faisait 20 ans que ce prof était dans l'école, et qu'en fait, ça faisait 20 ans que tout le monde entendait ces phrases-là. Et en fait, c'est ça qui a permis de mener une enquête, c'est qu'en fait, l'administration, 2-3 personnes qui viennent la voir, elle se dit, bon, peut-être qu'elles inventent, mais quand il y a 35 témoignages qui arrivent en même temps de la même personne sur les mêmes faits, ben, ça a beaucoup plus de poids. Donc c'est pas simple, parce que c'est pas parce que nous, on a reçu quelque chose que ça veut dire... Enfin, ça arrive aussi que des fois, ce soit une fois, et c'est aussi épuisant de chercher d'autres victimes. Et voilà, donc on peut... Enfin, ce cas-là, il marche si on est un peu organisé et qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont victimes. Mais c'est vrai que quand on est seul, j'avoue, j'ai malheureusement pas trop de réponses à part de réussir à au moins s'entourer de personnes qui vont nous croire, ne serait-ce que son entourage intime, dans le sens des amis, et peut-être justement utiliser ces ressources, donc porter plainte quand c'est juste un truc qu'on a entendu, clairement, ça ne sert à rien, on ne peut pas. Mais au moins faire un signalement, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais il y a de plus en plus d'écoles qui ont des plateformes de signalement. S'il y en a une ici, super. Où du coup c'est possible de dire aujourd'hui j'ai entendu ça, c'est pas ok. Ça, je sais pas comment ça marche ici, mais des fois ça peut être anonyme ou non. Et du coup déjà ça permet aussi que peut-être qu'on n'a pas envie de savoir si de chercher à savoir si d'autres personnes ont aussi été victimes, mais peut-être qu'en fait l'administration va recevoir séparément plein de choses différentes et de se dire ah oui là à tel endroit il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si ça répond trop parce que en vrai quand on est vraiment seul dans une situation qu'on n'arrive pas à en parler c'est super dur, et à part dire que c'est important de trouver des gens qui se soutiennent. Ouais, on peut pas porter plainte parce qu'on a entendu une phrase sexiste, ça ne marche pas, quoi. Merci beaucoup. Avant la prochaine question, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, hein, sur ce qui existe à l'école, ce qui existe aussi pour le ministère de la Culture. On a un système de signalement que vous pouvez
contacter de manière anonyme ou non directement auprès de la plateforme, hein, qui est en fait une entreprise qui est déléguée par le ministère de la Culture pour gérer ça, pour gérer vos appels, les témoignages. Vous avez une personne à l'école qui s'appelle Habib Khalifa, qui est aussi responsable des ressources humaines, qui est référent discrimination, donc qui fait ça en plus de son travail au RH, et qui est formé pour les discrimes, mais qui est aussi formé pour recevoir les paroles. Quand vous avez un problème, vous pouvez aller le voir sur ces questions-là. Il y a une procédure qui est en place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des témoignages sans réponse ou des accusations sans réponse. Voilà, la procédure a un peu évolué, maintenant c'est comme ça. Voilà, vous pouvez aussi contacter le défenseur des droits sur tout un tas de sujets, pas que sur la question du harcèlement et des questions de sexisme. Voilà. Le défenseur des droits est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller. Tout ça, c'est des contacts que vous retrouvez sur le site web de l'école, sur le site intranet. On est plusieurs à l'école aussi à pouvoir vous orienter. Vous avez de l'affichage régulièrement où vous avez les numéros d'appel. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit rappel là. Et juste avant la question suivante, je rajoute que du coup, dans le guide et donc qui est sur Internet, il y a aussi une page avec des assos, donc il y a un peu des ressources juridiques, un peu les trucs de base de qui appeler si on a besoin et qu'est-ce que c'est la loi. Mais il y a aussi tout un tas d'assos qui sont listés pour chaque type de discrimination, on va dire. Et c'est des lignes d'écoute, et des fois c'est bien aussi de parler avec des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'école, si on ne se sent pas trop légitime de parler avec des gens extérieurs. Donc ça peut être sur plein de domaines, il y a des lignes d'écoute, il y a des chats en ligne, tout ça qui sont répertoriés dans le guide. En fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs moyens et qu'on donne toujours plusieurs moyens pour vous de contacter, pour faire des signalements ou pour témoigner, parce qu'on sait que c'est pas facile non plus de le faire auprès de personnel de l'école. Vous n'avez peut-être pas forcément envie que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui reçoive ce témoignage, donc vous avez la possibilité de le faire effectivement par des tiers ou par des assos qui peuvent vous soutenir. Et c'est vrai que la cellule du ministère de la Culture, j'en ai pas parlé parce qu'elle a changé récemment et que celle d'avant était vraiment pas fiable. Donc, n'ayant pas testé la nouvelle, je me permets pas encore d'en parler. Mais vu que ça a changé, c'est sûrement pour de bonnes raisons. Donc, je sais pas comment elle s'appelle. Avant, c'était Allo Discrime. Mais voilà, c'est sur le site du ministère de la Culture, je crois. Alors ma question, elle est un peu dans le même courant que les questions précédentes, mais est-ce que vous avez des réponses face aux blagues qui sont à la limite entre quelque chose qui soit discriminant et quelque chose qui est oh ça va, c'est de l'humour, sans pour autant paraître pour quelqu'un de rabat-joie comme on peut l'entendre régulièrement? Ouais, alors il y a un projet justement qui est cité dans le guide et qui est super. Il y a des gens qui sont réunis sur ces questions-là pendant des workshops et qui ont créé des choses qui s'appellent des bingos, qui sont aussi en ligne. Ça s'appelle Bingo Go, je crois, avec beaucoup de G et beaucoup de O, et ça se trouve aussi en ligne. En fait, c'est tout un tas de questions-réponses à ce propos. Donc il y en a un sur l'écriture inclusive et il y en a un sur le racisme en école de la culture. Et du coup, c'est ça, il y a une quinzaine, je crois, à chaque fois de phrases / blagues citées et des réponses. Donc, comment est-ce qu'on répondrait face à ça? C'est un premier outil pour avoir... Bon, après, évidemment, quand on est face à la situation, on ne dit pas « Attends, je vais chercher mon petit bingo et je te réponds ». Et puis surtout, souvent, c'est déstabilisant, du coup, on ne sait pas comment répondre. Mais peut-être la première chose, sans paraître rabat-joie, ça peut juste être de dire bah, « ça me fait pas rire » ou « sur quoi tu te bases pour dire ça ?» ou bon, c'est pas simple, hein, je dis ça, je sais que quand on est dans la situation, ça va pas. Mais ou de dire bah, j'ai l'impression que ça dépasse le cadre du cours. Par exemple, je peux donner un exemple sur toujours ce même enseignant charmant. Il y avait une étudiante de ma classe, c'était un prof de vidéo, qui faisait des vidéos d'intérieur de gens pour montrer un peu leur intimité, et il lui a dit de façon très... qui pourrait paraître du cadre du cours, il a dit « Ah, mais du coup, bientôt, tu viens filmer chez moi ?» Et en fait, si on va dire ça à l'administration, ils vont dire « Oui, bah, c'est une blague. » Mais en fait, non, c'est pas une blague. Ça implique que l'enseignant en question souhaite que l'étudiante vienne chez lui. Et du coup, là, ça peut être de dire « Écoute, non, déjà, c'est pas mon propos. Et ensuite, c'est pas ce que j'attends de toi en tant qu'enseignant. » Donc, ce que j'attends de vous en tant qu'enseignant.
Donc ça dépend de comment est la conversation et c'est très dur d'avoir du tact sur le coup. Évidemment, on y pense après, j'aurais dû répondre ça et tout ça. Mais déjà, juste de dire ça me fait pas rire, ça veut pas forcément dire qu'on est rabat-joie. Et ça peut enclencher une discussion ou au moins que la personne se dise ah oui, peut-être que là, c'était pas drôle et au moins calmer le jeu. Sinon, un truc que j'ai entendu, je voulais savoir s'il y avait d'autres possibilités, mais ce que j'ai déjà entendu ou fait, c'est, et si ça peut aider, c'est demander à la personne qu'est-ce qu'elle entend par là, ou de lui demander de s'expliquer, parce que quand elle développe, en fait, elle se voit qu'elle elle se retrouve face à un mur, en fait, parce que son propos est totalement déplacé et n'a pas lieu d'être. Oui, totalement. Mais en tout cas, je vous encourage à aller voir. Du coup, dans le guide, il y a aussi le lien vers ce site. Enfin, du coup, plutôt trouver la version en ligne. Vers ces bingos, c'est vraiment des réponses assez claires et rapides qu'on peut, avec des phrases qui reviennent très souvent. Donc, ça peut être pas mal de l'avoir en tête. Il n'y a plus de questions ? Non, plus de questions. Très bien. On s'arrête là ? Merci beaucoup. Merci à vous pour Merci. l'invitation.